Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, nous sommes donc à l'école alsacienne, nous sommes dimanche 5 novembre et après la conversation que nous avons eue autour de deux sujets, celui du front ukrainien après les déclarations du chef d'état-major de l'armée ukrainienne et celui des perspectives, de l'absence de perspectives et de stratégie du gouvernement Netanyahou au-delà des destructions civiles et militaires, nous sommes maintenant donc dans la traditionnelle séquence de réponses aux réactions et aux questions des spectateurs de l'école alsacienne, nous, c'est-à-dire Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Lucille Schmid, vice-présidente de la Fabrique écologique, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien en ligne suisse Blick.fr. La première question, monsieur, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je m'appelle Benoît Toussaint, je suis journaliste et je voudrais vous interroger sur le conflit entre Israël et Hamas. L'une des questions qui m'obsède personnellement et sur laquelle je souhaiterais vous entendre, c'est la question des alternatives possibles dont disposait le gouvernement israélien après les attaques du 7 octobre. On entend parfois que la réponse actuelle du gouvernement était la seule possible. Je souhaiterais savoir si, selon vous, il y avait d'autres réponses possibles. Alors Jean-Louis Bourlange avait commencé un peu à défricher ce terrain, mais je serais intéressé de vous entendre creuser davantage. Merci. Jean-Louis. Oui, écoutez, c'est une question à la fois excellente à laquelle il est très difficile de répondre quand on n'est pas aux affaires. Ce que je crois d'abord, c'est que la réponse israélienne n'est pas une réponse. C'est ça le premier point, c'est que construire une réponse politique, c'est militaire, elle doit être politique, et elle doit avoir un objectif. Je ne vois pas, je crois que c'est très difficile. Dès le 8 octobre, quand on s'interrogeait sur cette affaire, on s'était dit qu'il n'y avait pas de bonne solution, de bonne alternative pour M. Netanyahou, compte tenu de l'endroit où il était. Vous savez, c'est la fameuse histoire du gars qui est perdu dans la plaine irlandaise. Il a une panne de voiture, pas une panne de voiture, il est perdu. Et il avise des paysans locaux et il leur dit comment on fait pour aller à Cork? Et le type lui dit, monsieur, quand on veut aller à Cork, on ne part pas d'ici. Et je crois que c'est exactement la situation qui était celle de Netanyahou au soir du 7, parce qu'il a pris plein la figure les conséquences directes d'une politique de blocage et de fermeture systématique. Alors, si je mets à la place de Dieu le Père, ce qui est la tentation normale de tout observateur étranger, je dis qu'effectivement, comme d'ailleurs Lucie, qui est également la déesse mère en l'occurrence, on se dit qu'il aurait fallu faire une équation politique tout à fait différente. M. Netanyahou, par exemple, aurait pu démissionner, évidemment sans quitter la gestion des affaires en pleine crise, en disant « je remets mon mandat, j'ai manifestement failli, je n'ai pas assuré la sécurité d'Israël, et nous allons, dès que cette affaire sera réglée, nous allons avoir des élections générales, et nous aurons effectivement un gouvernement qui proposera des choses. » Ce gouvernement, à ce moment-là, aurait eu une ouverture politique pour dire, non pas pour créer du jour au lendemain deux États, ça c'est pas ça, mais pour dire, on va inverser la situation en Cisjordanie, on va essayer de dégager avec la communauté internationale et d'abord avec les puissances arabes modérées une possibilité de gestion de la zone de Gaza, on va faire un certain nombre de choses qui vont décélérer, détendre et qui aboutiront peut-être, le moment venu, à une solution qu'on pourra négocier. Et militairement, il me semble que la logique aurait été d'avoir une attitude. Évidemment, la défense était légitime. Et en plus, on avait affaire à des gens qui exploitaient cyniquement la notion de bouclier humain et qui prenaient la population palestinienne, dont ils n'ont rigoureusement rien à faire, comme boucliers humains. Est-ce qu'Israël était obligé de rentrer dans cette logique de surenchère, de commencer par des bombardements aériens? On a eu des tas d'émissions
dans les mois qui ont précédé sur l'effet des bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment en Normandie. Parce que nous avons subi, la France, en Normandie, en Bretagne, en Loire-Atlantique, etc., on a subi des bombardements très importants. L'efficacité a été démontrée comme étant véritablement très inférieure à ce qu'en attendaient les auteurs de ces bombardements. Et il y a pas mal d'auteurs qui disent que ces bombardements systématiques des populations civiles en Allemagne, conséquence de ce qu'avait fait Hitler à Coventry et qui avait évidemment provoqué une réaction très forte de Churchill, s'apparentaient à des crimes de guerre. Hitler, c'est Hitler, donc tout ça a été couvert par l'histoire. Mais là, en tout cas, on a bien vu que les bombardements aériens systématiques, ça crée d'abord des dommages collatéraux, donc ça éloigne toute solution politique. Est-ce qu'on ne pouvait pas... c'est là où je ne m'avance pas, mais je dis que c'était ça la réflexion à mener. Est-ce qu'on ne pouvait pas proposer une solution d'élimination ciblée sur 2-3 ans, exactement comme Israël a fait avec le commando de Munich, en disant il y a 300 ou 400 ou 1000 dirigeants du Hamas que nous ferons disparaître dans les 3 ans qui viennent, où qu'ils soient, y compris au Qatar. Tant pis si le Qatar n'est pas content, c'est pas le problème. Bon, et ça aurait été une possibilité, et on aurait pu à ce moment-là engager quelque chose, et de toute manière mener cette politique de façon... On n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça, et pourquoi ? Pour quel intérêt vider quelques tunnels de quelques centaines ou au plus de quelques milliers de combattants avec une incapacité profonde de déboucher sur une solution politique présentable, c'est-à-dire comment gérer demain Gaza. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, je ne suis pas aux affaires et je reconnais que, comme l'automobiliste à Cork, là où il en était le 7 octobre, il était mal parti pour trouver une solution optimale. Lucille Schmitt. Oui, moi, il me semble qu'en ce qui concerne Gaza, c'est clair que... comment dire, c'est quelque chose d'impossible. Il y a les tunnels, il y a l'imbrication entre la population civile et les terroristes du Hamas. Donc, effectivement, cette question d'attaquer Gaza, mais je crois qu'il était impossible de ne pas engager une opération à Gaza compte tenu de l'horreur, en fait. Mais moi, je pense qu'il y a un sujet Cisjordanie et que ce qui se passe en Cisjordanie est extrêmement grave, c'est-à-dire qu'en fait, on a assisté, des Palestiniens ont été tués, les colons sont d'une animosité incroyable et continuent d'être protégés par Tsahal. Donc il y a un sujet en Cisjordanie. Moi, je pense que s'il y avait quelque chose à faire, c'était d'arrêter en fait ce qui se passait en Cisjordanie. La politique d'implantation, simplement comme ça a été rappelé par nous tous, c'est contraire à ce que fait Netanyahou pour se maintenir au pouvoir et c'est contraire à ce que réclament ses alliés. Donc le sujet, c'est évidemment un changement de gouvernement. Alors c'est pas Netanyahou tout seul qui va partir, mais comment est-ce que ça peut se passer ? Donc il y avait aussi une question, me semble-t-il, sur ce gouvernement d'union nationale. On a aussi beaucoup cité Clausewitz, avec l'idée que quand on fait la guerre, d'une certaine manière, la manière de la faire prépare la sortie de la guerre. Donc le sujet, c'était aussi aller au gouvernement d'union nationale en posant un certain nombre de conditions sur la Cisjordanie. Moi, je pense que là, il y avait quelque chose d'important. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on voit bien que, qu'il s'agisse des pays arabes, de l'Union européenne, des États-Unis, au fond, tout le monde a perdu l'habitude d'imaginer d'être impliqué par rapport à ce qui se passe en Israël. Et j'ai été quand même assez frappée que tout ce qui a été fait, c'est dans les premiers jours, en tout cas, qu'Ursula von der Leyen aille embrasser Netanyahou, qu'Olaf Scholz se précipite embrasser Netanyahou. Enfin, il y avait là quelque chose d'extrêmement choquant. Et donc, dans cette situation même, une sorte de retour mémoriel de la Shoah qui empêchait de penser cette question géopolitique. Comment est-ce qu'on pouvait faire ? Je n'ai aucune solution, je suis comme Jean-Louis là-dessus, mais en tout cas, ce qui se passe en Cisjordanie, me semble-t-il, est un marqueur important. Il faudrait arrêter les violences et les meurtres qui s'y déroulent. François Bujon de l'État. Oui, la question que vous posez est à la fois très légitime et très très difficile, parce que c'est toujours très difficile dans les affaires internationales de chercher à savoir ce qui se serait passé si ce qui s'est passé ne s'était pas passé. Y avait-il d'autres options ? Il y a toujours d'autres options, effectivement. Je comprends tous ceux qui disent, en Israël notamment, qu'il était nécessaire d'avoir une réponse militaire immédiate. Alors, elle pouvait être terrestre, elle pouvait ne pas être aérienne, on aurait pu envisager d'autres choses. Mais ce qui me paraît fondamental, surtout, c'est que la meilleure réponse à tout cela, et aux horreurs du 7 octobre, c'est d'essayer de dissocier le Hamas
de la population palestinienne. Et le tapis de bombe, c'est évidemment le contraire de ce qu'il faut faire dans ce domaine, puisque ça ne peut que resserrer les différentes parties qui sont en Palestine. Mais il aurait fallu chercher, alors c'est vite dit, c'était autrement difficile à faire, à enfoncer un coin entre le Hamas et ses chefs et la population de Gaza, qui est très largement prise en otage. Tout le monde est l'otage de quelqu'un dans cette tragique situation. Il y a d'abord les 230 otages qui ont été enlevés par le Hamas et qui sont en Israël et qui ne sont pas une priorité du gouvernement israélien aujourd'hui. Oui. C'est quand même très, très extraordinaire et très nouveau. Mais il y a le fait que les Palestiniens sont l'otage du Hamas, les Palestiniens de Gaza, et qu'aujourd'hui, à cause de la réaction du gouvernement israélien, tout l'Occident est l'otage d'Israël, finalement. Et on voit très très bien dans le retournement de l'opinion publique dans ce qu'on appelle, l'expression qui m'exaspère, le Sud global, parce que ça n'existe pas, le Sud global, et que c'est une expression qui n'a pas de réalité. Il y a quand même un retournement complet qui fait qu'aujourd'hui, l'Occident est considéré comme mauvais au même titre qu'Israël. Tout le monde est l'otage de quelqu'un. Et le jeu consiste, la recherche d'une solution et d'une voie politique sans laquelle il n'y aura pas de solution, tout le monde est d'accord sur ce point, aurait consisté à essayer de ménager un petit peu la population civile de la Palestine au lieu de l'assimiler au Hamas. Richard Verly. Oui, juste un point militaire. La guerre des tunnels, parce qu'on lit beaucoup de choses là-dessus, sur le fait que le Hamas est enterré, etc. La guerre des tunnels, on sait la gagner en milieu urbain. C'est Mariupol. L'exemple de Mariupol est extrêmement saillant, c'est-à-dire on aplatit la ville, littéralement, c'est-à-dire on enlève l'oxygène, on enlève la possibilité pour les combattants de remonter à la surface, et à un moment donné, ils sont obligés de se rendre. Ce qui est une énorme différence, et je suis surpris que personne ne la remarque, avec les tunnels du Viet Cong durant la guerre américaine au Vietnam. Parce que les tunnels du Viet Cong n'étaient pas sous Saïgon, ils étaient en milieu rural, à l'extérieur de Saïgon. Et là, l'armée américaine était en difficulté parce qu'elle devait intervenir dans une zone que fondamentalement elle ne contrôlait pas. Donc elle ne pouvait pas aplatir. D'abord, il n'y avait rien à aplatir parce que c'était souvent dans des forêts, et ensuite elle ne pouvait pas empêcher les combattants de remonter à la surface. Mariupol, vous regardez ce qui s'est passé à Mariupol, vous regardez les dégâts humains, c'est la stratégie du vide, militairement parlant, évoqué par Jean-Louis, c'est-à-dire on fait fuir la population, on élimine la population, et ça, je pense que Netanyahou et l'armée israélienne, c'est ce qu'ils sont en train de faire à Gaza, et cette guerre, c'est une guerre qu'on peut appeler totale, mais encore une fois, on sait faire. Il ne faut pas dire que les tunnels permettront au Hamas de survivre, sauf si bien sûr les Israéliens devaient renoncer, ce qui va peut-être être le cas, à une intervention dans le sud de la bande de Gaza, en imaginant que ces tunnels permettraient au leadership du Hamas de se réfugier dans le sud, voire ensuite en Égypte ou à l'extérieur. Mais en tout cas, en milieu urbain, la guerre des tunnels, on sait la gagner, et je pense que c'est ce que l'armée israélienne est en train de faire. Oui. C'est là-haut. Pardon. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Oui, moi je voudrais changer de sujet et poser la question de qu'est-ce que vous pensez, en revenant à la première partie sur l'Ukraine, qu'est-ce que les pays européens ou l'Europe, mais il y a quand même le Royaume-Uni, pourraient faire? Pas ce qui serait souhaitable, mais ce qu'ils pourraient faire pour soutenir l'Ukraine aujourd'hui. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois, d'une façon générale, que les Européens sont vraiment très faibles. Très faibles moralement, politiquement, bien davantage qu'économiquement ou militairement. Ça m'a frappé dans le discours que j'ai prononcé à l'Assemblée nationale, où je me suis un peu démarqué du climat général, mais où j'ai dit des choses qui maintenant, je crois, sont reconnues comme assez partagées. J'ai stigmatisé l'Europe en disant intelligence, force des analyses, faiblesse de la volonté. Que ce soit sur le Hamas, sur le Moyen-Orient ou sur l'Ukraine, nous voyons les choses justement. Nous avons, sur le Hamas, c'est la même chose en fait sur l'Ukraine, nous avons dit depuis toujours
que la solution, De Gaulle n'était pas seul de ce point de vue-là, les Européens étaient d'accord fondamentalement là-dessus, que la solution à 2 États était la bonne. Nous avons encouragé Yitzhak Rabin, nous avons estimé qu'il fallait tout faire. Nous n'avons pas été suivis par les Américains, nous avons été suivis un moment par les Américains, mais mollement, et nous n'avons pas été suivis. Et puis, comme nous n'étions pas suivis par les Américains, on s'est effacé, on a botté en touche, et on a en fait été d'une complaisance extrême à l'égard du gouvernement israélien. Sur l'Ukraine, je crois que c'est quand même simple de dire que quand on a décidé, au moment de l'agression de l'Ukraine par les Russes, et de la formidable réaction patriotique et technique de l'État ukrainien, de l'armée ukrainienne, de la population ukrainienne, formidable réaction qui a mis en échec les Russes. On a décidé tous, on a tous dit ça, Scholz, Macron, etc., tout le monde. Johnson même, qui n'était plus dans la partie de l'Union européenne, que c'était un enjeu essentiel, que c'était nos valeurs qui étaient en cause, que c'était ce à quoi nous croyons fondamentalement, que si nous ne soutenions pas massivement l'Ukraine, si l'Ukraine était vaincue ou ne parvenait pas à récupérer son territoire, ce serait une défaite historique absolument à très long terme de tout ce que nous représentons. Comment, à partir d'un diagnostic pareil, nos États, les institutions qui nous sont communes, n'ont-elles pas été en mesure d'en faire davantage? Les Américains ont fait énormément, mais les Américains sont loin. Et ils ont raison de dire que ce type de combat, ce type d'engagement, c'est d'abord aux Européens de l'assumer, car les Européens sont près de la zone de conflit et sont en première ligne. Pourquoi n'avons-nous été incapables de faire autre chose que de donner au compte-gouttes? On a fait des choses importantes. Nous, on a donné 25% de notre artillerie. Mais il fallait effectivement faire un plan commun. Ça impliquait une gestion européenne, un plan commun de relance de l'industrie de l'armement, de relance d'analyse des équipements nécessaires, de mise à niveau, et ne pas laisser le président Zelensky, tous les 15 jours, se plaindre et dire « Ah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci », etc. C'est lamentable. Quand on a quelqu'un qui se noie, on n'attend pas l'arrivée des bouées, etc. On plonge pour essayer de le sauver. Donc là, nous n'avons pas été à la hauteur de la situation, et c'est quelque chose de terriblement accusateur pour nous, parce que ça montre notre faiblesse morale, le fait que nous n'avons plus, dans cette Europe occidentale, nous n'avons plus la ressource, la force, le jus qui nous permettrait de réagir politiquement avec les moyens nécessaires face à une situation de conflit. Nous sommes des animaux domestiques. Lucille Schmitt. C'est assez difficile pour moi d'apporter un contrepoint un peu plus positif, mais en tout cas, je pense que par rapport à ce que dit Jean-Louis Bourlanges, au début, si je puis dire, au début de la guerre de l'offensive, enfin de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, je trouve que l'Union européenne a plutôt bien réagi. Oui, oui. Et elle a bien réagi, mais en étant dans une situation seconde par rapport aux États-Unis. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait quelques pas de géant vers la possibilité d'avoir des positions communes en matière de défense, en matière de politique étrangère. Et ce qui se passe à Gaza a remis, non pas les compteurs à zéro, mais à moins 10 d'une certaine manière, parce que là, il y a eu une précipitation en ordre dispersé, une présidente de la Commission européenne qui n'a pas suivi la position traditionnelle de l'Union européenne, qui est une position équilibrée, si je puis dire, entre la question de la démocratie en Israël et la question de l'aide au peuple palestinien. Et de ce fait, nous avons perdu en légitimité sur la question ukrainienne. Après, je voudrais quand même rappeler que Joseph Borrell, qui est le haut représentant de l'Union européenne sur la politique étrangère, a fait voter, il y a environ un peu plus d'un an,
un texte qui s'appelle Boussole stratégique qui, pour la première fois, a été préparé avec les services de renseignement des différents pays européens et qui parle d'enjeux stratégiques et qui parle de questions de défense et qui dit qu'il faudrait une force européenne de défense efficace, qui parle des doublons qui existent aujourd'hui en la matière. Donc c'est une tentative pour penser les questions de sécurité. Mais d'une certaine manière, l'Union européenne est rattrapée par les désordres du monde et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure les élections européennes en disant qu'il me semble que ces élections qui d'habitude se jouent sur des questions qui ne sont pas des questions régaliennes pourraient se jouer dans quelques mois sur des questions régaliennes pour tenir compte des désordres du monde et que, d'une certaine manière, nous avons devant nous une Europe en devenir qu'il faut construire. Merci à tous pour la qualité de vos débats, tout d'abord. Ensuite, je voulais revenir sur la question du support palestinien derrière le Hamas, parce que vous avez mis en évidence que la population israélienne ne supporte pas dans son ensemble M. Netanyahou. Et qu'en est-il donc de la population palestinienne? Est-ce qu'elle supporte les actions du Hamas ou alors est-ce qu'elle a tendance à les rejeter? Richard Verly. Écoutez, je pense que d'abord, il faut dissocier entre la population de Gaza et la population de Cisjordanie, pour des raisons évidentes. En ce qui concerne la population de Gaza, je crois malheureusement, et alors là on entre dans la question d'une population prise en otage, mais aussi vu les conditions d'incarcération, parce que quand vous vivez au milieu de murs, c'est quand même une forme d'incarcération, je pense que la population palestinienne a approuvé quand même globalement l'action militaire du Hamas. En tout cas, alors ceux qui l'ont désapprouvé ne peuvent pas s'exprimer, bien évidemment, ils le peuvent encore moins après le déclenchement de la riposte israélienne, mais je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions aussi, il faut accepter de le dire. Lorsque vous êtes dans une telle situation, lorsqu'une faction militaire terroriste a pris le pouvoir et a les moyens, à travers ses instruments d'oppression, de tenir la population, y compris sur le plan humanitaire, l'aide humanitaire, etc., via l'administration, je pense, et regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du côté des Palestiniens, les Palestiniens expatriés, je ne parle pas de l'opinion publique mondiale qui se mobilise pour la cause palestinienne, vous en avez quand même très peu, me semble-t-il, mais je prends les exemples, qui condamnent vraiment très très fortement l'action du Hamas. Je crois que les guerres révolutionnaires ont toujours fonctionné comme ça. Les guerres révolutionnaires, ça existe. Les guerres, et quand même, il y a une référence qu'il faut dire, c'est qu'on est dans une guerre, on est dans une décolonisation, une guerre qui ressemble vraiment à d'autres guerres qui se sont passées, où vous avez une avant-garde qu'on peut qualifier aujourd'hui de terroriste, qu'hier on n'aurait peut-être pas qualifié par ce mot, une avant-garde totalitaire, qui mène le combat pour l'indépendance d'un pays et qui réussit à la fois par des moyens d'oppression et par sa force de conviction politique à rallier une population. Donc je crois malheureusement que la situation elle est rendue d'autant plus difficile que le Hamas, aujourd'hui, la population palestinienne n'a pas les moyens de s'en désolidariser, même si une partie d'entre elles le voudrait. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je suis d'accord avec tout à fait ce que vient de dire Richard. Je crois que les responsabilités des Palestiniens dans la très mauvaise gestion de leurs intérêts depuis longtemps, y compris de temps d'Arafat, sont indiscutables. Ils n'ont jamais été vraiment à la hauteur, même à la hauteur de ce que quelqu'un comme Rabin leur proposait. C'est évident. Mais ces défauts, au lieu qu'on ait essayé de les surmonter, de les canaliser, ont été exploités en créant une situation qui était une situation de fondamental désespoir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune alternative pour les Palestiniens en termes globaux, en termes collectifs. Il n'y a aucune alternative. Et face à cela, ce que représente le Hamas, c'est quelque chose d'irrésistible et d'atroce, qui est la double tentation du nihilisme et de la violence. Donc, comme il n'y a pas d'alternative, le Hamas se fiche comme de l'an 40 de savoir d'aménager une partie de la Palestine, etc. C'est pas du tout son affaire. Il prend en compte, il gère un sentiment de désespoir très profond de la part d'une population à qui on refuse tout avenir, et il l'exploite à des fins
de façon totalement cynique à des fins terroristes et de destruction d'Israël, ce qui en plus est un projet fou. Parce que même si ça se produit, ça sera un champ de ruines général dans l'espace palestinien, et ça ne sera pas une solution. Je voudrais attirer votre attention sur le papier qui a été... le papier très bref d'un garçon qui s'appelle Samuel Fitoussi, qui est, je crois, le fils, mais j'en suis pas sûr, de Jean-Paul Fitoussi, et qui a fait un travail sur le wokisme, et qui a publié un petit communiqué récemment montrant le lien entre le wokisme et l'antisémitisme. Et je pense que c'est un lien qui est très intéressant, parce que représente le wokisme ? Le wokisme, c'est l'idée de dire que les gens ce ne sont pas les individus qui sont responsables en tant que tels, ce sont les individus en tant qu'ils sont membres d'une communauté. Et ils sont coupables à partir du moment où ils sont membres d'une communauté de dominants, puisque tout ça est articulé, principe d'intersectionnalité complètement débile, d'ailleurs complètement manichéen, comme s'il n'y avait que des dominants et des dominés. Ce manichéisme est absurde, mais il y a une espèce de responsabilité collective qui s'est produite. Et là, comme Israël est considéré, effectivement, on ne peut pas nier qu'Israël soit, comme disait le général de Gaulle, un peuple d'élite, est considéré comme dominante, tous les Juifs sont, d'une certaine façon, coupables. Parce que tous les Juifs participent de la communauté juive. Et comme c'est la communauté, et pas les individus, pas la conscience morale, pas chacun d'entre nous qui agit bien ou mal, il n'y a pas de Kant, il n'y a pas d'Emmanuel Kant dans tout ça. Il y a une responsabilité collective, et donc on construit une culpabilité collective autour d'Israël, autour du peuple juif plus généralement, ça va bien au-delà d'Israël, et on construit une légitimité collective par opposition autour du peuple palestinien, même s'il est représenté par des individus complètement dénaturés, comme sont les responsables du Hamas. Donc je crois que là, on voit bien que cette collectivisation de la responsabilité morale à travers une démarche wokiste est quelque chose de profondément toxique et pervers. Je ne suis pas sûr que Samuel Fitoussi soit le fils de Jean-Paul, je pense qu'il est le fils de ses œuvres, mais il est journaliste au Figaro, il a encore du placenta dans les narines, je crois qu'il a, il a 25 ans, et je pense que si on veut savoir pourquoi il faut lire son livre, il suffit simplement de se rendre compte des réactions d'hostilité, de la nature de l'hostilité, des réactions que son livre a provoquées. En tout cas, s'il n'est pas le fils de Jean-Paul, je lui présente mes excuses, mais ce n'était pas une injure, car Jean-Paul est une personnalité très remarquable. Quelqu'un a-t-il encore une réaction ou une question ? Oui, ici, là. Christian. C'est peut-être un peu redondant avec la question précédente sur l'Union européenne. C'était juste, vous avez évoqué, Richard Verly, le rapport de la Commission qui va sortir sur l'adhésion, la réponse de la Commission sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. C'était de savoir, est-ce que, si on considère que le conflit va s'étendre dans le temps long, comme vous l'évoquiez, une possible adhésion de l'Ukraine pendant le conflit à l'Union européenne, qu'est-ce que ça changerait en termes de réponse de l'Union européenne qui a déjà utilisé des mécanismes, Facilité européenne pour la paix, des choses comme ça. Est-ce que ça changerait vraiment la réponse européenne et la responsabilité européenne que vous évoquiez, Lucille Schmitt, sur une guerre qui est déjà sur le sol européen et donc pas encore sur le sol de l'Union européenne? Qu'est-ce que ça changerait? Parce que comparé à l'OTAN, il n'y a pas l'article 5 de réponse immédiate, vous voyez. Donc voilà, qu'est-ce que ça changerait concrètement en termes de réponse européenne? Richard Verly. Bon, alors d'abord, il y a, et je parle sous le contrôle de Jean-Louis, il y a dans le traité européen, il y a une forme d'article 5. J'ai oublié quel article exactement, mais il y a quand même un principe de défense et de sécurité commune qui lierait organiquement l'Ukraine, si l'Ukraine devait adhérer, aux autres États de l'Union, sachant que l'Ukraine resterait en guerre, puisque c'est ça votre présupposé, que l'Ukraine serait toujours en guerre. À partir de ce moment-là, il faut bien reconnaître que si le traité de Lisbonne est appliqué à la lettre tel qu'il est aujourd'hui, les autres membres de l'Union européenne se retrouveraient littéralement obligés de lui prêter assistance dans des proportions plus importantes que ce qu'ils font aujourd'hui. Après, moi, je pense que cette négociation d'adhésion, puisque c'est là-dessus que le Conseil européen va se prononcer au mois de décembre sur la base, mais seulement sur la base en partie, parce qu'il y a d'autres considérations, mais
sur la base du rapport de la Commission qui sera, sauf erreur, rendu le 8 novembre, je pense qu'il y a 2 problèmes, fondamentalement, et 2 problèmes qui, aujourd'hui, ne sont pas réglés. Le premier problème, c'est que personne ne pense que la négociation d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie, parce qu'il y a les Balkans, etc., peut être conduite sans réforme des traités. Madame Baerbock, la ministre des Affaires étrangères allemande, l'a redit très récemment. Cette réforme des traités, le problème, c'est que tout le monde est d'accord sur le principe, mais personne ne la voit de la même manière. Donc, de facto, on peut dire que la négociation d'adhésion avec l'Ukraine ouvrira, si cette négociation est acceptée, c'est pas sûr encore, mais si on ouvre ce chapitre-là de négociation, on ouvre aussi une nouvelle époque pour l'Union européenne, dont pour l'instant, on n'est pas vraiment capable de voir les contours. Et puis la deuxième chose, c'est que moi, je suis très dubitatif, voire très sévère, sur Charles Michel, le président du Conseil européen, qui a, me dit-on par volonté d'amener le débat sur la table, lâché cette date de 2030. Ça ne vous a pas échappé. Alors, on m'explique dans l'entourage de Charles Michel qu'il l'a fait parce qu'il voulait obliger tout le monde à se saisir du dossier ukrainien en disant que possiblement l'Ukraine pourrait adhérer et pourrait faire partie de l'Union européenne d'ici 2030. Moi, je suis très sévère parce que je trouve que c'est terriblement anxiogène pour tout le monde. En réalité, ça sème la panique chez tout le monde. 2030, c'est demain. J'ai pas besoin de vous le dire. Et personne, alors je n'ai encore vu personne qui, de manière convaincante, peut me dire que l'Ukraine dans l'Union européenne en 2030, ce serait une bonne nouvelle. Lucile Schmitt. Oui, très, très brièvement, je pense que ce qui est important, on l'a dit, c'est que l'histoire galope et que du coup, cette question d'adhésion apparaît aujourd'hui totalement décalée par rapport... rappelons-nous ce que nous disions au début d'émission sur l'entretien donc, du chef d'état-major dans The Economist. Ce qu'il a demandé, lui, c'est de l'artillerie, de l'aviation. Il a parlé d'innovation technologique. Donc, on est très loin de la question de l'adhésion. En fait, on est dans une demande explicite d'armement et on est dans une demande explicite d'armement qui ne soit pas... qui soit de l'armement, comment dirais-je, ultra innovant, comme celui qu'on ne donne pas d'habitude, en fait. C'est ça qu'il demande. Donc, il demande d'aller beaucoup plus loin dans un soutien militaire, qui est un soutien au moment même où, justement, comme ça a été rappelé, je crois, par l'ensemble d'entre nous, les pays européens commencent à être sur le reculoir. Donc, le décalage est total et du coup la question qui est posée à l'Union européenne, c'est est-ce qu'elle accepte de prendre en considération son décalage par rapport au principe de réalité, à la fois en termes temporels, en termes juridiques, en termes de puissance politique. On l'a déjà ressenti vis-à-vis de l'aide palestinienne. Au fond, est-ce qu'on devient une puissance politique et une puissance stratégique? C'est la question qui est posée. Moi, je rappelle fréquemment qu'Ursula von der Leyen, lorsqu'elle a été élue il y a 4 ans, a dit « c'est un moment géopolitique, c'est un moment écologique ». Elle a dit aussi, là, ça paraît complètement décalé. Et c'est un moment, en fait, de puissance européenne. On est dans cette situation et c'est les outils de la puissance qu'il faut trouver. Jean-Luc Bourlange. Oui, un mot pour aller dans le sens de ce qu'a dit Richard il y a un instant. On ne peut pas imaginer de faire entrer l'Ukraine soit dans l'OTAN, soit dans l'Union européenne, tant que la guerre dure, sauf à accepter l'une ou l'autre de ces 2 conséquences. Nous entrons en guerre avec l'Ukraine, puisque nous avons une clause de solidarité très forte dans le cadre de l'OTAN, assez forte nominalement, mais moins évidente dans le cadre de l'Union européenne. Or ça, personne ne veut et n'a intérêt à ce que l'ensemble des pays soient impliqués dans une guerre avec la Russie. Et si nous ne le faisons pas, ça veut dire que ces clauses de solidarité, on les passe par pertes et profits. Et on considère qu'elles sont inopérantes. Non, si nous avons jusqu'à présent tenu, et à juste titre à mon avis, à aider l'Ukraine insuffisamment et de façon, pas avec l'idée qu'il fallait de toute manière réussir. On s'est senti une obligation de moyens, on ne s'est pas senti une obligation de résultat, mais on s'est senti une obligation, on a eu raison de le faire, mais on a toujours considéré qu'il fallait, pour l'intérêt de la paix, que nous restions en dehors de ce conflit. Si nous voulons rester en dehors de ce conflit, et si nous voulons que les clauses de solidarité que nous avons construites au sein de l'Alliance Atlantique et au sein de l'Union européenne ne soient pas lettre morte, il faut attendre que l'Ukraine ait résolu son problème et que la guerre soit terminée avec la Russie. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord. L'idée d'inventer un calendrier, comme l'a fait Charles Michel, est complètement idiote. Le calendrier,
c'est quelque chose qui, au bout de 2 ans, est brandi par le candidat qui cesse de faire des efforts en disant « de toute manière, vous nous avez dit qu'à telle date, on rentrerait ». On a vu ça à propos de la Bulgarie, à propos d'autres pays antérieurement. C'est une véritable catastrophe. La seule chose à faire, c'est de dire « nous vous aidons à aller le plus vite possible vers la satisfaction des conditions nécessaires à votre adhésion, nous vous aidons, et dès que ces conditions seront réalisées, vous entrerez ». C'est ça la bonne démarche, il n'y en a aucune autre. François Bujon de l'Étang. Donc, juste de façon aussi concise que possible, il n'y a pas de clause d'assistance militaire dans les traités qui fondent l'Union européenne. Il n'y en a pas. Il y a solidarité. Il y a le traité de solidarité, mais la solidarité, c'est ce qu'on est en train de faire. On leur prête il n'y a pas de clause d'assistance mutuelle militaire comme il y en a dans le traité atlantique, par exemple. Il y en a dans le traité qui fonde l'UEO, mais pas dans ceux qui fondent l'Union européenne. Enfin. Donc ça veut dire que si nous souhaitons aider l'Ukraine, mais ne pas aller jusqu'à la co-belligérance, on ne peut pas laisser entrer un pays en guerre dans l'Union européenne. Il faut attendre, me semble-t-il, que la guerre soit terminée pour parler sérieusement d'une accession de l'Ukraine à l'Union européenne. Je vous remercie. Je remercie l'école alsacienne qui nous accueille, le public qui est venu participer à cette conversation, et je remercie Laurie Galligani et Christian Sory qui ont assuré l'enregistrement de cette séquence de questions avec le public. Je vous donne rendez-vous dimanche pour le prochain Nouvel Esprit Public et mercredi prochain pour la poursuite de notre conversation avec Constance Rivière à propos du musée de l'histoire de l'immigration.